Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici notre sommaire jusqu'aux élections européennes le 9 juin prochain. Je vous proposerai régulièrement un focus sur le rôle joué par les entreprises et les institutions européennes dans les grands secteurs de notre économie. On commence par la politique spatiale, le droit de l'espace et puis l'importance évidemment des satellites d'observation de la Terre. On restera dans l'espace avec notre rubrique Smart Ideas consacrée aux startups éco-responsables, puisque je vous présenterai l'hydrologie spatiale de Blue Water Intelligence. Et puis, dans notre débat RSE, on va découvrir comment les consommateurs peuvent lutter contre la faim et la précarité en choisissant la marque Ramdam Social. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. La politique spatiale européenne, voilà notre thème avec Philippe Achilleas. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur Institut du droit de l'espace et des télécommunications de Paris-Saclay. Alors l'espace, c'est vraiment l'un des secteurs où la construction européenne prend tout son sens avec le succès d'Airbus aujourd'hui. Avant de porter ce nom, il y a eu EADS. Auparavant encore, en France, il y avait l'aérospatiale, qui me rappelle quelques souvenirs personnels, mais enfin, je ne suis pas là pour raconter ma vie. C'est le symbole d'une époque où, pour conquérir l'espace, les pays fondateurs de l'Europe n'avaient pas eu d'autre choix que de s'unir, on peut dire ça comme ça. Il fallait être plusieurs pour être assez puissant. Tout à fait. C'était d'ailleurs l'idée de la France de créer une institution européenne pour porter des programmes ambitieux et être capable de rivaliser avec les politiques spatiales des États-Unis et de l'URSS à l'époque. Oui. Et c'est comme ça qu'est née à Paris l'Agence spatiale européenne. Ouais. Aujourd'hui, on parle de New Space. Ouais. C'était assez inimaginable il y a plusieurs décennies de voir ce qui se passe aujourd'hui. Ces opérateurs privés, parfois des toutes petites, enfin des petites entreprises. Il y a des acteurs européens et français qui émergent aussi dans cet univers-là. Oui, alors pas avec les mêmes moyens, pas avec la même dynamique, mais on commence à avoir émergé un tissu de start-up dans des domaines aussi innovants que le transport spatial, l'observation de la Terre, le nettoyage de déchets en orbite. Donc on voit que c'est possible ici aussi en France et en Europe. Alors on va beaucoup parler de droit de l'espace en quelque sorte, parce que c'est vraiment une notion passionnante, mais je voudrais quand même qu'on rappelle la base, c'est-à-dire que la conquête spatiale, elle a un lien direct avec les questions environnementales grâce aux satellites. C'est de l'observation de la Terre. On n'aurait pas une connaissance aussi fine de la situation actuelle sans les satellites. Oui, tout à fait. Les premiers satellites d'observation ont été lancés dès 1958. Alors à l'époque, c'était de la surveillance militaire, mais très rapidement, on comprend l'intérêt de cette technologie pour la gestion des territoires et de l'environnement. Oui. Donc la bascule se fait dans les années 70 où on voit des premiers programmes d'observation au service de l'environnement. Et il y a des programmes européens. Alors, par exemple, Copernicus, on peut en dire un mot. On en est où de ce programme ? On a plusieurs satellites dits Sentinelle qui sont chacun dédiés à l'observation de données environnementales, les océans, la Terre, les forêts, et qui utilisent à la fois des technologies orbitales, optiques, et des technologies radar. Donc, ce qui nous permet d'avoir un spectre complet d'images et de données d'origine spatiale. L'espace, on va parler de droit. C'est pas une zone de non-droit, l'espace ? Pas du tout. Dès 1967, un traité international est adopté à l'ONU, le traité de l'espace, et il va fixer les règles qui sont toujours applicables aujourd'hui. Il y a une loi européenne, puisqu'on parle là, on parle du poids de l'Europe, ce que fait l'Europe en matière spatiale. Est-ce qu'il y a des réglementations typiquement européennes ? Alors, on a eu des réglementations propres à certaines applications, les télécommunications, les données environnementales. Mais aujourd'hui, l'Union européenne a pour ambition de se doter d'une véritable législation spatiale. C'est assez inédit et d'ailleurs imprévu, car l'Union européenne ne dispose pas de compétences en matière d'harmonisation des législations spatiales nationales. C'est chaque pays qui a sa compétence. Et alors, ça pourrait porter sur quoi, cette législation spatiale européenne ? 3 piliers envisagés. La protection de l'environnement spatial, la protection des biens spatiaux contre les cyberattaques ou autres activités malveillantes, et l'étude de l'impact environnemental de l'activité spatiale sur Terre. L'impact environnemental de l'espace, on parle de quoi ?
quoi? Des débris notamment? Protection des orbites, c'est principalement la question des débris, effectivement. Il y en a beaucoup. Énormément. On ne peut pas aujourd'hui tous les cataloguer, car vous avez des débris qui sont d'une taille extrêmement petite, moins d'un centimètre, et ceux-ci sont inobservables. On voit quels sont les gros débris, c'est-à-dire que dès lors que vous lancez un objet dans l'espace, celui-ci reste en orbite pendant plusieurs années, voire éternellement, lorsqu'il est placé en orbite suffisamment haute. Le problème, c'est la saturation de certaines parties de l'espace, notamment les orbites basses et très basses. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on lance un objet dans l'espace, on doit intégrer sa destruction, son retour sur Terre et sa destruction, c'est ça? C'est ce que prévoit en tout cas la loi française et la loi américaine qui prévoit la désorbitation ou l'élimination des satellites qui sont en orbite basse. Il y a souvent des collisions. Il y en a eu quelques-unes, c'est encore très rare, heureusement, et car si vous avez une collision, vous pouvez avoir un effet domino avec des débris qui vont venir entrer en collision avec d'autres débris, qui entrent en collision avec d'autres débris, etc. Donc à ce stade, nous avons beaucoup de chance, nous avons évité les dommages. L'an dernier, je crois, il y a eu, j'ai vu passer ça, la Station Spatiale Internationale qui a dû un peu changer de route pour éviter un satellite, c'est ça? Tout à fait. Donc là, ce sont les premiers enjeux en termes de gestion du trafic spatial. On voit apparaître ces questions avec la multiplication des satellites. Donc aujourd'hui, il nous faut des règles claires et c'est ce que d'ailleurs veut l'Union européenne. Il faut savoir qui doit manœuvrer en cas de collision. Comment manœuvrer, comment informer aussi les opérateurs des risques de collision. Quand on parle d'Europe spatiale, il y a des enjeux, alors là on l'a vu, des enjeux de débris, de pollution, on peut employer ce terme-là. Il y a aussi des enjeux quoi? De compétitivité, évidemment, de souveraineté, ça c'est un mot très important. Ça devient un mot très important puisqu'on se rend compte aujourd'hui que l'utilisation des satellites est quotidienne. En France, nous utilisons 47 satellites par jour. Chaque individu utilise 47 satellites par jour. Donc sans satellites, il est impossible de communiquer, il est impossible d'observer, de regarder, de se déplacer. Donc le satellite est lié à la souveraineté des États et des États membres de l'Union européenne. Et aujourd'hui, si on parle peut-être de la France, mais aussi de l'Europe, on est en déficit de souveraineté? On est encore trop dépendant de satellites, notamment américains? La volonté de créer cette agence spatiale européenne, c'était justement pour s'émanciper de la domination des États-Unis en matière d'accès à l'espace et d'utilisation de l'espace. Donc on a, si vous voulez, à la fois un lanceur indépendant, des satellites et des capacités de traitement des données au sol. Donc, et nous avons des programmes qui sont les concurrents directs des programmes américains. Nous avons un Galileo, qui est le concurrent du GPS, Copernicus, qui nous permet d'être autonome en matière de données environnementales. Demain, une constellation de satellites en orbite basse pour des communications sécurisées qui sera concurrent de Starlink, enfin on espère. C'est ce qu'on appelle Iris au carré? Exactement. Alors c'est quoi Iris au carré? Iris au carré, c'est la volonté pour l'Europe de disposer d'un réseau de satellites en orbite basse pour une connectivité à très haut débit sécurisée. Par exemple, lorsque nos forces armées sont en opération sur des théâtres extérieurs, la capacité d'être en contact direct avec ces forces armées, la capacité aussi d'établir des liaisons avec des ambassades à l'étranger ou des sites stratégiques, sans avoir à passer par des opérateurs étrangers. Et c'est pas de la science-fiction, on ne se projette pas dans l'avenir. On l'a vu avec le conflit en Ukraine. Dans les premières heures du conflit en Ukraine, la question de l'utilisation du réseau Starlink s'est posée. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a compris l'enjeu autour de l'utilisation de Starlink en Ukraine que la Commission européenne a accéléré le projet de constellation souveraine européenne. Cette question de souveraineté, elle est liée aussi... Alors justement, là on parle de Starlink, on parle d'un opérateur privé, et c'est assez étonnant de voir que la NASA finalement s'est associée à un opérateur privé. C'est l'avenir de la construction européenne, de travailler avec des opérateurs privés. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui? On ne peut plus s'en passer, d'abord parce qu'ils ont une compétence en termes de management que n'a pas le cadre institutionnel, et puis surtout parce qu'il faut des financements privés. Donc on doit aller chercher des financements dans la sphère privée pour poursuivre l'aventure spatiale. On parlait de souveraineté, Iris au carré, c'est vraiment ça, la souveraineté numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça passe tellement par l'espace? C'est un peu évident, mais je veux bien que vous nous l'expliquiez.
Alors, d'abord, il faut savoir qu'effectivement, en termes de télécommunications, la majorité des relais de communication sont des relais terrestres. Sauf que lorsque nous sommes en période de crise ou dans des endroits sans couverture terrestre, le satellite est la seule solution. Donc nous devons absolument avoir un réseau de secours et un réseau capable aussi de couvrir des zones extrêmement éloignées, les océans, les pôles, les zones blanches, et c'est le satellite. Ouais. Est-ce que vous êtes optimiste, on va terminer là-dessus, sur l'avenir de l'Europe spatiale? Parce qu'on est dans une année un peu compliquée, où on n'a pas encore de lanceur opérationnel. Si vous voulez, là se joue l'avenir de l'Europe spatiale parce qu'on est pris dans une concurrence avec les Américains et les entreprises privées du New Space très performantes et la montée en puissance de la Chine, de l'Inde et d'autres pays. Ouais. Donc pour éviter le décrochage technologique, nous devons absolument avoir un lanceur et absolument maintenir des budgets. Mais l'Europe est au rendez-vous, l'Union européenne est au rendez-vous. Donc on est optimiste. Donc vous êtes optimiste. Merci beaucoup Philippe Achilleas et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va parler de lutte contre la précarité alimentaire. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Karine Kroos, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la Merci. directrice exécutive de l'engagement chez Carrefour. Et Luc Olivier Pierret, bonjour et bienvenue. Bonjour. Co-fondateur de Ramdam Social, créé l'an dernier, 2023, avec Julie Bourreau. C'est une marque à impact social. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une marque qui a comme mission d'avoir un impact positif sur les gens. Nous, la mission, c'est la précarité alimentaire. Et du coup, on crée des bons produits gourmands qui, à chaque fois qu'un paquet est acheté, cofinance un repas pour une personne dans le besoin. Ouais. C'est une entreprise, c'est pas une association, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Où est-ce que vous vous situez? C'est une entreprise à mission. Ça veut dire qu'on a des statuts très clairs, juridiquement validés, qui expliquent que chaque produit vendu doit obligatoirement avoir un don intégré pour aider les personnes dans le besoin. Et ça complique le modèle économique, j'imagine? Ça ne le complique pas forcément. Ouais. Il faut repenser le modèle économique. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut consommer plus responsable à l'avenir. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé l'entreprise, en fait, avec le don à la base. Et on a créé l'entreprise tout autour du don, parce que c'est la mission principale. Ouais. Ramdam Social qui est présente, je crois, dans 80 magasins Carrefour depuis le mois de janvier. Objectif d'ici à la fin de l'année? Objectif, le plus de ventes possible, 250 000, si on y arrive, et donc 250 000 dons à des personnes vulnérables. D'accord. Et donc une présence dans le plus de magasins possible aussi? Dans le plus de magasins possible. Et nous, ça s'inscrit vraiment dans notre politique d'engagement chez Carrefour, de proposer donc des produits solidaires qui permettent à nos clients, à travers leur acte d'achat, de contribuer à des causes auxquelles ils croient. Et nous, c'est vraiment un modèle auquel on croit chez Carrefour. On distribue par exemple les produits fiers, qui sont produits par des personnes en situation de handicap, dans des ESAT. On vend aussi les cafés joyeux, les produits des cafés joyeux, qui servent à financer l'emploi d'équipiers dans leur café. Donc voilà, c'est pour ça que quand Luc Olivier nous a contacté et Julie, Ramdam Social, on s'est dit il faut qu'on les commercialise chez nous pour pouvoir aider cette marque. Est-ce qu'ils marchent mieux que d'autres? Enfin, comment? Parce que vous pouvez les comparer à des produits similaires qui ne sont pas des marques à impact social. Comment ils se situent? Ils se situent très bien et on en est ravis. On a fait le lancement il y a 3 semaines, un mois. Ils sont 4 fois au-dessus des prévisions de vente qu'on pensait faire, probablement grâce à la qualité de leurs produits, de leur marketing, de leur positionnement, parce qu'ils reversent aussi à des associations très connues. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien. Comment vous les identifiez, ces marques, dans vos rayons, en quelque sorte? On les identifie avec leur marketing à eux, leur packaging, avec des produits très innovants, très graphiques, mauve, jaune, rose, et puis une PLV, c'est-à-dire une mise en place en rayon qui est vraiment très spécifique pour que le client les voit. Oui, le client sait qu'il fait un acte de consommateur engagé d'une certaine façon. Si vous venez au rayon chips chez nous, vous voyez toutes les chips traditionnelles et puis vous voyez les chips Ramdam qui se démarquent et surtout nous, ce qui nous a plu, et c'est pour ça qu'on les a commercialisés aussi vite, vous voyez tout de suite à quoi ça sert. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite que ça sert à financer une association, c'est sur le paquet, c'est très visible et je pense que c'est ça qui marche auprès du client. Alors justement, vous m'offrez la transition parce que j'allais vous demander, si moi j'achète un produit Ramdam, je sais précisément quelle association je vais aider, c'est ça? Tout à fait. Nos chips sont en partenariat avec, par exemple, le Semi Social de Paris. Et du coup, vous allez voir sur le paquet l'explication à l'avant et beaucoup plus détaillée à l'arrière du packaging. Par exemple, avec le Semi Social, on va financer une collation pour les personnes à la rue. Et donc, on va financer soit une soupe, une boisson chaude ou encore un biscuit. Et c'est assez important, ne serait-ce que pour l'aspect alimentaire, mais aussi pour le SAMU social, pour avoir en fait un lien à travers ce don de nourriture qui va permettre
la discussion qui va permettre aussi la réinsertion de ces personnes qui sont dans le besoin et en situation de précarité. Quand vous décidez de créer ce produit, vous le faites parce que le SAMU social vous l'a demandé, vous vous dites tiens, ça pourrait fonctionner avec le SAMU social. Comment finalement vous inventez un nouveau produit? Non, en fait, avec Julie, on est parti de 2 chiffres. Il y en a un premier qui est 33% des Français qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. C'est-à-dire que des hommes... On peut les voir s'afficher, tiens, c'est marrant, parce que je les avais prévus là. Un Français sur 3 rencontre des difficultés pour se procurer 3 repas par jour. Et alors, il y en a un autre, je ne sais pas si c'est celui que vous alliez donner. Le deuxième, exactement. Les millions de Français qui veulent s'impliquer. 67%, donc 45 millions de Français qui disent « Nous, on veut s'impliquer, on veut aider, on n'est pas d'accord que la précarité existe encore. » Et c'est un chiffre qui augmente, malgré les différents problèmes actuels. Malgré l'inflation. Malgré l'inflation. Il y a ce choix d'engagement. Ce choix d'engagement. Et du coup, avec Julie, on s'est dit, comment est-ce qu'on va créer quelque chose qui peut être simple, massif, efficace, mais surtout sans compromis, parce qu'on n'a pas toujours l'argent pour faire des dons, on n'a pas toujours le temps pour être bénévole, et on est rentré dans les courses du quotidien, parce que tout simplement, tout le monde va faire ses courses. Et donc, on a fait des bons produits locaux, pas plus chers, à même niveau de qualité, et surtout, chaque paquet égale un repas cofinancé. Avec quelles autres associations vous travaillez? Alors, nos chips sont avec le SAMU social, nos biscuits salés sont avec le Secours populaire, et enfin nos cookies avec les banques alimentaires. On a pris des associations qui sont reconnues, crédibles, et qui vont pouvoir auditer nos chiffres de vente. On voulait être absolument transparent. Donc, où on leur donne un accès total à nos chiffres de vente, et elles peuvent véritablement dire, oui, ils ont bel et bien vendu 100 000 paquets de cookies, et donc financer 100 000 aides pour les personnes dans le besoin. Alors, on y reviendra là-dessus, mais ce sont des associations avec lesquelles vous travaillez déjà? Exactement. Alors ça, c'est l'autre sujet qui nous a plu chez Ramdam. C'est des associations avec lesquelles on travaille chez Carrefour depuis longtemps. Les banques alimentaires, par exemple, on travaille avec eux depuis 1995. Ça fait bientôt 30 ans. Chaque année, on leur donne l'équivalent de 10 à 15 millions de repas aux banques alimentaires. On a des échanges très fréquents avec eux. Et donc, évidemment, c'était une évidence. Quand les banques alimentaires sont venues nous voir après Ramdam en disant on va lancer quelque chose, c'était une évidence pour nous. Le Secours populaire, c'est la même chose. On fait, par exemple, chaque année une opération pour les oubliés des vacances, des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Le SAMU social de Paris. Donc pour nous, il y avait quelque part cette réassurance de se dire c'est des associations qu'on connaît, avec lesquelles on a l'habitude de travailler et surtout qui parlent au grand public aussi. Et je pense que ça aussi, c'est important. Des associations qui parlent aux clients. Dès que le client va en rayon, il voit tout de suite à qui ça s'adresse. Oui, et puis alors, l'intérêt aussi, c'est du gagnant-gagnant, parce que c'est aussi, vous nous l'avez dit, il y a le descriptif de ce que mon acte d'achat va provoquer. C'est aussi de la pub pour ces associations. Exactement. C'est pas neutre. C'est pour ça que c'est une démarche vraiment totalement, j'allais dire, win-win pour tout le monde. On y gagne tous. Alors nous, évidemment, on fait des efforts aussi chez Carrefour de mise en valeur, de visibilité dans les magasins. Mais vraiment, c'est pour ça que pour nous, c'était une évidence. Ça s'inscrit dans notre politique d'engagement. C'est vraiment une continuation de ce qu'on faisait déjà avant, de manière directe avec les associations. Alors, vous nous avez, Luc-Olivier Pierret, expliqué les chips. Les cookies, alors, entrons dans le détail. Les cookies, du coup. J'achète vos cookies, Ramdam Social. J'achète qui et comment? Nos très bons cookies. Oui, c'est important. Il faut que ce soit de la qualité. C'est le nerf du sujet. Il faut que ça soit très bon. Il ne faut pas demander de compromis, de dire ça va être un petit peu moins bon. C'est très bon, c'est au même prix. Ils sont faits localement en Ile-de-France, sans aucun additif à l'intérieur de la recette. Donc on a bien pensé nos produits et du coup ça aide les banques alimentaires. Les banques alimentaires, ça a un écho aujourd'hui parce qu'avec la crise agricole, on voit les difficultés de rémunération des agriculteurs. En fait, les banques alimentaires vont voir des agriculteurs qui ont des hors calibres. C'est-à-dire que leur production n'est pas achetée entièrement parce que la pomme de terre va être trop grosse ou le concombre va être un peu tordu. En fait, on rachète via les banques alimentaires ces produits et ils sont distribués aux personnes dans le besoin. Ça veut dire que ça aide à la fois l'agriculteur, ça permet d'avoir un complément de revenu, mais aussi les personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, d'avoir une nutrition plus équilibrée en ayant des fruits et légumes. Ouais. Et alors c'est drôle parce que ça me fait, j'avais pas prévu cette question, mais le hors calibre, on est nous responsables consommateurs, c'est-à-dire que on s'est habitué à avoir des pommes qui, on a l'impression qu'on pourrait les mettre dans une vitrine et les regarder tellement elles sont belles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça justement, on l'a lancé l'année dernière. On a eu peut-être un peu moins de succès que ce qu'on aurait pensé. Nous, Anti-Gaspi, justement, qui est une marque sur tous les produits qui ne sont un peu hors calibre. Par exemple, les concombres, c'est assez simple, mais normalement les concombres ne sont pas censés avoir une courbe. S'ils ont un angle supérieur à 30 degrés, on n'est pas censé les commercialiser. Et donc, on le fait quand même avec nous, Anti-Gaspi. C'est une règle absurde, ça, c'est une règle qui existe, en tout cas. Enfin, moi, je la trouve absurde, et mais donc, bon. les œufs, par exemple, les œufs doivent avoir un certain calibre. Vous ne pouvez pas vendre des œufs qui sont trop petits. Et donc, on a lancé l'année dernière, nous, Anti-Gaspi. Et on va essayer de relancer la communication autour de cette marque, parce que nous, on y croit beaucoup. On est convaincus qu'il y a un vrai intérêt à faire, justement, ces produits qui, sinon, n'auraient pas été produits. C'est pas si facile de nous faire changer, justement, ces habitudes? Dans tous ces sujets, je pense qu'il y a un effet de pédagogie. On en parlait avec Luc-Olivier avant d'arriver, d'adaptation du client. Il faut que les gens comprennent
comprennent la démarche. Il y a pas mal de pédagogie, donc il faut à chaque fois l'expliquer. Mais nous, on y croit beaucoup sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, de produire tous ces produits qui ne sont pas dans les calibres classiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les chips avec le SAMU social. On a vu les cookies. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Les sablés avec le Secours populaire de Paris et de Gironde, qui en fait sont des bons produits qui sont faits dans le sud-est, et qui vont financer 125 grammes de fruits et légumes encore pour les personnes dans le besoin. En fait, le Secours populaire a des épiceries solidaires où les gens peuvent venir avoir des courses à moindre coût et on leur offre les fruits et légumes parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter ces compléments en fait, de repas qui permettent d'équilibrer l'assiette. Et donc, c'est très important aussi d'avoir des repas équilibrés. Et alors, vos produits, Ramdam Social, vous les placez où? Dans quelle gamme de prix, justement? Alors, on est à un prix équivalent ou inférieur à une marque nationale premium. On essaye d'être en fait le plus abordable possible, mais c'est pas facile quand on fait de la matière première locale et de la production locale. Et surtout, quand on essaye de ne pas mettre d'additifs, d'avoir de la matière première de qualité. Donc, pour donner un exemple, on va avoir un paquet de chips qui va être à 2,29 €. Donc, on n'est pas hors des prix du rayon, on est inférieur aux grandes marques nationales premium, on est au-dessus de la MDD. D'accord. Est-ce que l'entreprise, elle est toute jeune, 2023, vous nous disiez ça se vend très bien. Vous êtes, par rapport à vos prévisions, est-ce que vous, dans vos rêves les plus fous, vous imaginiez déjà là, un an après Alors, on a des rêves assez fous. Mais, c'est bien, ça, il en faut, ça. Il en faut, et surtout si on veut repenser le système de consommation. Pour autant, on est bien en avance par rapport à ce qu'on avait pu envisager et imaginer de manière positive. En fait, on a un excellent accueil de la part de nos consommateurs qui, en fait, nous disent « Mais bien sûr, pourquoi il n'y avait pas avant, en fait? Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un produit qui est bon, bien fait et qui, en plus, n'est pas plus cher ?» tout en ayant un don ultra concret pour une personne dans le besoin. Les directeurs de magasins de Carrefour, les équipes des magasins nous ont énormément accompagnés pour nous mettre en rayon, pour faire en sorte qu'on soit visible et acheté. Et enfin, la direction de Carrefour a fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous mettre en rayon rapidement. Je pense que le rapide, il était aussi important par rapport à l'urgence sociale qu'on a aujourd'hui. Ces produits, c'était important qu'ils soient à un prix relativement abordable, même si on est dans une gamme un peu premium? Pour nous, c'est primordial. Je pense qu'on connaît tous le contexte actuel d'inflation, de crise du pouvoir d'achat. Donc, si on veut que des produits qui sont nouveaux sur un marché émergent se vendent, il faut qu'ils soient à prix équivalent. Pour nous, c'était vraiment un sujet important. C'est pour ça qu'on a tout de suite aimé l'idée de Ramdam, qui dès le début nous a dit on veut être à prix équivalent, qui n'est pas ce sujet du prix qui rentre en compte, uniquement celui de la différenciation du produit. Est-ce que vous faites un effort sur la marge? Comment vous, le fait de vendre un produit qui est un produit d'engagement social, comment vous l'accompagnez? On fait toute une série d'efforts, en effet. On les a commercialisés de manière rapide et massive, parce qu'on a quand même pas mal de références. On fait des efforts sur la logistique pour les aider, sur des délais de livraison, des pénalités qu'on ne leur accorde pas. Et puis, on fait aussi de la place en rayon par rapport à d'autres produits dont on sait qu'ils se vendent bien. Nous, on fait le pari de vendre ces produits-là. Donc, on a toute une série d'efforts commerciaux pour les aider. C'est un peu notre engagement. Leur donner de la visibilité. Et puis, avoir tous les engagements pour une marque jeune et qui se lance depuis quelques mois. Ramdam Social, merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette marque et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Jérémy Fin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Blue Water Intelligence, créé en 2022. Avec quelle idée de départ? Alors l'idée, c'était de se dire qu'il y a des applications du spatial dans plein de domaines. Pour aller d'un point à un autre en voiture, on utilise des satellites. Pour téléphoner dans des zones peu couvertes, on utilise des satellites. Pour suivre des bateaux, on utilise des satellites, mais on ne s'intéresse pas à l'eau. Or, l'eau, on l'a vu avec les sécheresses de 2022 et les sécheresses hivernales de 2023, c'est une palissade de le dire, est une ressource vitale comme l'air. Et on s'est dit qu'on allait répondre à des besoins autour du problème des eaux continentales. Donc, c'est pas les océans, c'est pas c'est pas les côtes, c'est pas le trait de côte, c'est vraiment les lacs et les rivières, les réservoirs qui sont sur les continents. Et comment on parle d'hydrologie spatiale, c'est ça? Comment ça marche, si j'ose dire? Alors, on a choisi de répondre dans un premier temps à des besoins qui n'étaient pas servis. Et les besoins qu'on a identifiés, il y a des besoins des territoires, donc du monde public. Et là, on les imagine bien, c'est anticiper les inondations, permettre de mettre autour d'une table les parties prenantes en cas d'étiage, donc des eaux basses, pour définir un partage de la ressource entre l'irrigation, l'industrie, l'énergie, les villes. Et de manière générale, avoir une idée de la quantité de ressources présentes sur un territoire. Donc ça, c'est pour le monde
les opérateurs publics. Voilà. Ça, on y arrive bien. Et comment on le fait? On a choisi de s'intéresser au débit, parce que le débit est un bon indicateur de la santé d'un cours d'eau. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit trop élevé, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Et le débit est un indicateur avancé également d'inondation. Donc, quand on voit un débit qui s'accélère, on peut prévoir qu'en cas d'embâcle, donc par exemple un tronc d'arbre bloque et une montée des eaux, etc. Donc, on a choisi le débit et on va chercher des données, alors des données spatiales, mais pas seulement, des données ce qu'on appelle de télédétection. Donc, ça peut être des radars météorologiques au sol, ça peut être même des passionnés de météo qui exposent qui ont une station sur le toit de leur maison et qui exposent des données. Ça nous permet d'anticiper. Et nous, ce qu'on fait, pour le décrire, on a développé un modèle de propagation physique. Donc, une goutte d'eau, quand elle tombe sur un bassin versant, elle ruisselle jusqu'à la rivière. Et ensuite, le rôle des établissements qui gèrent l'eau, c'est de faire en sorte que la goutte d'eau tombe mettre le plus longtemps possible à s'écouler dans la rivière et de repousser l'échéance du moment où elle sera dans l'océan. Parce que là, c'est perdu, ça devient salé, c'est fini. On doit attendre les nuages de la pluie. Le long cycle de l'eau. Absolument. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a cet algorithme de propagation qui est complètement global. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un modèle adapté sur un bassin versant. Il est globalisable immédiatement grâce à une intelligence artificielle qui est une sorte de réseau de neurones et qui paramètre automatiquement ce modèle suivant des éléments topographiques. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous avez parlé des opérateurs publics. Il y a aussi des clients privés? Absolument. Alors, je peux vous citer trois cas de types de clients que l'on sert. Il y a par exemple les gens qui font du trading d'énergie hydroélectrique. Donc ces gens-là ont besoin de la prévision de débit du lendemain pour dire au marché combien ils vont prévoir, combien ils vont produire. Parce que s'ils produisent moins que ce qu'ils ont annoncé, ils se prennent une pénalité. S'ils produisent plus, donc le débit est une fonction linéaire de la production hydroélectrique. Il y a aussi des industriels qui rejettent des eaux claires. Et eux, il y a toute une tendance, que vous connaissez par cœur dans cette émission, de l'entreprise contributive et participante à une régénération de la nature. Et nous, en fait, on est capable d'indiquer aux industriels qui rejettent des eaux claires quand les eaux seront basses, parce que leur contribution à la régénération des écosystèmes sera positive, et c'est ça qu'ils ont besoin de démontrer, d'appuyer devant leurs parties prenantes, ONG, etc. Et il y a un troisième cas qui est l'agriculture. Donc, premier client l'irrigation est la première cliente des ressources en eau. Et on fait exactement l'inverse. On dit aux agriculteurs quand ne pas recharger leurs citernes ou leur réservoir, et donc quand quelque part le débit est au-delà de la caractéristique du débit au même moment, donc au-delà de la moyenne saisonnière. Et cette ressource en eau, elle se raréfie, elle se complexifie aussi, on peut dire ça? Alors non, elle se raréfie, on peut le dire. Mais alors c'est un impact direct de l'accélération des changements climatiques. Et elle se complexifie, oui, aussi parce que le changement climatique accélère les extrêmes, et donc on a plus d'inondations, plus de sécheresses. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est sur des territoires assez marqués. Donc il y a des territoires où ça va être plutôt vers le bas, des territoires plutôt vers le haut, mais voilà, ça moyenne pas bien. Merci beaucoup Jérémy. Fin bon vent à Blue Water Intelligence. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais citer Cyrielle Chazal à la programmation et à la production, Angèle Jean-Henri Girard, le réalisateur, Thibaut Goury-Lafont au son, et notre stagiaire Paco. Salut.